Il est 3 heures du matin. Dans son bureau faiblement éclairé par la lueur bleutée de 6 écrans affichant des graphiques de trading, Mark regarde le prix du Bitcoin s'effondrer sous ses yeux. 85 000 $. Moins 32% depuis le sommet historique. Son estomac se noue. Il a investi l'équivalent de 2 années d'économie dans cet actif dont tout le monde parlait comme de l'or numérique, la révolution monétaire du XXIe siècle. Et maintenant, il assiste impuissant à ce qui ressemble à un naufrage en direct. Sur Twitter, c'est l'hystérie collective. Les uns crient à la mort du Bitcoin, les autres parlent d'une manipulation orchestrée par les institutions. Les prophètes de malheur ressortent leur « je vous l'avais bien dit ». Les optimistes, aveuglés, répètent mécaniquement hodl sans vraiment comprendre pourquoi. Mark ne sait plus qui croire, il ne sait plus quoi penser, et surtout, il ne sait absolument pas quoi faire. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle de Mark, c'est celle de millions d'investisseurs, grands et petits, qui se posent en ce moment précis les deux mêmes questions fondamentales. Pourquoi est-ce que cela arrive? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le problème, et c'est là que l'histoire de Mark va prendre un tournant décisif, c'est que 95% des explications qui circulent actuellement sont tout simplement fausses. Pire encore, elles sont dangereuses, parce que si vous ne comprenez pas ce qui s'est réellement produit, si vous ne saisissez pas les mécanismes invisibles qui ont déclenché cette cascade d'événements, alors vous ne pourrez jamais anticiper ce qui arrive ensuite. Vous resterez prisonnier du brouillard, condamné à réagir émotionnellement à chaque soubresaut du marché, au lieu d'agir rationnellement selon une stratégie claire. Mais voilà ce que Mark ne savait pas encore à 3 heures du matin dans son bureau. Cette chute n'était pas ce qu'elle semblait être. Derrière les bougies rouges qui défilaient sur ses écrans, derrière les chiffres vertigineux de liquidation et les titres alarmistes, se cachait une réalité totalement différente. Une réalité que seuls ceux qui comprennent vraiment la microstructure des marchés, les flux monétaires globaux et la plomberie du système financier international peuvent percevoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire. L'histoire vraie de ce qui s'est réellement passé. Et quand vous aurez assemblé toutes les pièces du puzzle, quand vous aurez compris non pas ce que les émotions vous disent, mais ce que les données vous montrent, alors tout prendra un sens totalement différent. Vous verrez cette chute non pas comme une catastrophe, mais comme un phénomène mécanique, prévisible et surtout temporaire. Vous comprendrez pourquoi les investisseurs institutionnels les plus sophistiqués du monde ne paniquent pas. Et vous saurez exactement ce que vous devez faire maintenant, que vous soyez investisseur de long terme ou trader de court terme. Alors, accrochez-vous. Ce que vous allez découvrir va changer votre perception non seulement du Bitcoin, mais de l'ensemble des marchés financiers. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce que je vais vous dire a de la valeur. Parce que dans le monde de la crypto, tout le monde a un avis. Les influenceurs multiplient les prédictions sans jamais engager leur propre capital. Les médias relaient des narratifs sensationnalistes qui génèrent des clics mais aucune compréhension. Les pseudo-experts pontifient sur des concepts qu'ils ont découverts la veille. Moi, je construis et je vends des entreprises technologiques depuis des décennies. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas du marketing. C'est mon métier, ma vie, ma réalité quotidienne depuis plus de 20 ans. J'investis directement dans des startups Bitcoin avec mon propre argent. Je participe activement à la gestion d'une société cotée en bourse dont la trésorerie est majoritairement constituée de Bitcoin. Et je gère un fonds d'investissement crypto où des investisseurs institutionnels me confient des dizaines de millions de dollars. Pourquoi est-ce important? Parce que les données dont je vais vous parler aujourd'hui, l'analyse que je vais partager avec vous, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la spéculation de café de commerce. C'est exactement le même type d'analyse que nous utilisons en interne dans le monde réel, avec de l'argent réel, pour prendre des décisions qui engagent des sommes considérables. C'est l'analyse que j'utilise pour dormir tranquille la nuit, même quand les marchés s'effondrent de 30%. Quand vous gérez de l'argent institutionnel, quand votre réputation professionnelle et votre responsabilité fiduciaire sont en jeu, vous ne pouvez pas vous permettre d'être approximatif. Vous ne pouvez pas suivre les narratifs à la mode. Vous devez regarder les données brutes, comprendre les mécanismes profonds, identifier les causes réelles et agir en conséquence. C'est cette rigueur, cette discipline, cette méthodologie éprouvée que je vais appliquer aujourd'hui pour décortiquer ce qui s'est réellement passé sur le marché du Bitcoin. Commençons par l'évidence que personne ne peut ignorer. Oui, le Bitcoin chute fortement. Au moment où j'enregistre cette analyse, et je vous garantis que le prix aura déjà changé quand vous découvrirez cette vidéo, nous tournons autour de 85 000 $. C'est environ 32% en dessous du dernier record historique qui avait été atteint le 13 octobre dernier. Pour replacer ce chiffre dans son contexte, imaginons un investisseur qui aurait acheté au sommet avec 100 000 $. Aujourd'hui, son portefeuille affiche environ 68 000 $, une perte de 32 000 $. Sur le papier, c'est considérable. C'est le genre de chiffre qui empêche de dormir, qui déclenche des sueurs froides, qui pousse à prendre des décisions émotionnelles désastreuses.
Et naturellement, face à cette situation, tout le monde panique. Les forums explosent, les groupes Telegram s'enflamment, Twitter devient un champ de bataille entre bulls et bears. Chacun essaie désespérément de comprendre ce qui s'est passé et surtout ce qui peut se passer ensuite. Les théories les plus farfelues côtoient les analyses les plus sophistiquées. Le bruit devient assourdissant et dans ce chaos informationnel, distinguer le signal du bruit devient presque impossible pour l'investisseur moyen. Le véritable problème, et celui dont personne ne parle vraiment, c'est que la majorité écrasante des explications qu'on vous donne actuellement sont des titres sensationnalistes conçus pour générer de l'engagement. Des suppositions hasardeuses formulées par des gens qui ne comprennent pas vraiment les marchés, des narratifs simplistes qui vont vite, qui rassurent temporairement ou effraient stratégiquement, mais qui ne correspondent absolument pas aux données réelles. Avant de parler en détail des vendeurs, avant de décortiquer la microstructure du marché, avant même d'examiner le timing précis des mouvements de prix, il faut absolument commencer par installer le bon état d'esprit. Parce que sans le bon cadre mental, toutes les données du monde ne vous serviront à rien. Vous continuerez à réagir émotionnellement au lieu d'agir rationnellement selon une stratégie claire. C'est ici que je reviens toujours aux enseignements du vieux sage de Mawa. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Buffett, mais il déteste le Bitcoin. Pourquoi le citer dans une analyse crypto? Et vous avez raison, Buffett n'est pas un fan du Bitcoin. Mais ce serait une erreur monumentale de rejeter sa sagesse pour autant. Parce que Buffett n'est pas devenu l'un des investisseurs les plus riches et les plus respectés de la planète par hasard. Sa méthodologie, sa discipline, sa capacité à garder la tête froide dans les tempêtes émotionnelles, tout cela transcende largement les actifs spécifiques dans lesquels il choisit d'investir. Buffett a des phrases courtes, d'une simplicité désarmante, mais d'une précision redoutable, surtout dans des moments émotionnels intenses comme celui que nous vivons aujourd'hui. Ces phrases, quand on les médite vraiment, quand on les applique réellement à sa propre stratégie d'investissement, deviennent des principes directeurs inestimables. Par exemple, considérez cette citation. « Si vous n'êtes pas prêt à garder un actif pendant 10 ans, ne pensez même pas à le garder 10 minutes. » Réfléchissez-y sérieusement. Que nous dit vraiment Buffett ici? Il nous dit que l'investissement véritable n'a rien à voir avec le trading spéculatif. Il nous dit que si votre horizon temporel est suffisamment court pour qu'une baisse de 30% vous pousse à vendre en catastrophe, alors vous n'investissez pas, vous spéculez. Et la spéculation, dans la majorité écrasante des cas, mène à la destruction de capital. Ou encore cette autre phrase magistrale. Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous obtenez. Ici, Buffett touche le cœur du problème que rencontrent la plupart des investisseurs. Ils confondent constamment prix et valeur. Ils pensent que parce que le prix baisse, la valeur a nécessairement diminué. Mais c'est fondamentalement faux. Le prix est simplement ce que d'autres personnes, dans un moment donné, avec leurs émotions, leurs contraintes, leurs informations imparfaites, sont prêtes à payer. La valeur, elle, est intrinsèque à l'actif lui-même, à son utilité, à son adoption, à sa place dans l'écosystème économique global. Mais la citation la plus importante pour comprendre l'instant présent, celle qui devrait être gravée dans l'esprit de chaque investisseur regardant les marchés actuellement, c'est celle-ci. À court terme, le marché est une machine à voter. À long terme, c'est une machine à peser. Prenez le temps de vraiment absorber cette distinction. À court terme, le marché ne fait que compter les opinions. C'est un concours de popularité géant où la peur et la cupidité, l'optimisme et le pessimisme, la panique et l'euphorie se disputent la majorité. C'est bruyant, chaotique, irrationnel, émotionnel. Les fondamentaux n'ont presque aucune importance dans ces votes quotidiens. Ce qui compte, c'est le sentiment, la narration dominante, l'humeur collective. Mais à long terme, le marché change de nature. Il ne vote plus, il pèse, il mesure, il évalue froidement la réalité sous-jacente. Est-ce que cet actif crée de la valeur? Est-ce que son utilité augmente? Est-ce que son adoption s'élargit? Est-ce que ses fondamentaux se renforcent? Le marché à long terme est impitoyablement honnête. On ne peut pas le tromper avec du marketing ou des narratifs. Il ne récompense que la valeur réelle, prouvée, durable. Et si vous avez déjà vécu plusieurs cycles crypto, si vous avez survécu au crash de 2018, si vous étiez là pendant l'effondrement de mars 2020, si vous avez traversé la débâcle FTX de 2022, alors vous savez exactement ce que cela signifie. Vous avez vu le marché voter violemment contre le Bitcoin à de nombreuses reprises. Vous avez vu les prédictions de mort se multiplier. Vous avez entendu 1000 fois que cette fois c'est différent, le Bitcoin ne s'en remettra pas. Et pourtant, à chaque fois, après que les émotions se sont calmées, après que les vendeurs paniqués ont épuisé leurs munitions, le marché a commencé à peser à nouveau. Et à chaque fois, il a découvert que les fondamentaux du Bitcoin s'étaient renforcés pendant la tempête. En ce moment précis, la machine à voter, c'est-à-dire les émotions collectives du marché, est en mode panique totale. Le Bitcoin a chuté de 35% depuis son sommet.
Oui, c'est une baisse significative. Oui, cela fait mal au portefeuille. Oui, cela génère du stress et de l'anxiété. Personne ne nie ces faits. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent complètement. Dans l'histoire du Bitcoin, dans son parcours depuis sa création il y a maintenant plus de 15 ans, ce type de correction n'est absolument pas exceptionnel. Ce n'est même pas particulièrement rare ou alarmant pour ceux qui connaissent vraiment cet actif. Laissez-moi vous donner quelques chiffres qui vont vous surprendre. Cette baisse de 35%, c'est en réalité la troisième chute de cette ampleur dans ce cycle haussier actuel. Nous en avons déjà vécu 2 autres et le marché s'en est remis à chaque fois, continuant son ascension vers de nouveaux sommets. Et si nous élargissons notre perspective au cycle précédent, nous découvrons que le Bitcoin a subi des dizaines de corrections similaires ou même plus sévères. En 2017, le Bitcoin a connu 5 corrections de plus de 30% pendant son rallye vers 20 000 $. En 2021, il a chuté de plus de 50% en plein bull market avant de rebondir vers son précédent record. Alors, qu'est-ce qui est différent cette fois ? Pourquoi cette correction semble-t-elle plus grave, plus définitive, plus terrifiante que les précédentes ? La différence n'est pas dans les fondamentaux. La différence n'est pas dans l'ampleur technique de la baisse. La différence est purement et simplement dans l'interprétation émotionnelle collective. Les gens ont développé une narration selon laquelle cette baisse signifie forcément que quelque chose est fondamentalement cassé dans le Bitcoin. Ils pensent que nous avons atteint un point de non-retour, que l'adoption institutionnelle s'inverse, que la thèse d'investissement s'effronde, que le cycle haussier est terminé prématurément. Cette narration se répand comme un virus dans les médias sociaux, créant une boucle de rétroaction négative où la peur alimente plus de peur. Alors qu'en réalité, quand on regarde froidement les données plutôt que de se laisser emporter par les émotions, on découvre que rien de fondamental n'a changé. Absolument rien. Le réseau Bitcoin fonctionne parfaitement. Le hash rate, qui mesure la sécurité du réseau, atteint des niveaux records. L'adoption institutionnelle continue sa progression inexorable. Les ETF Bitcoin accumulent des actifs à un rythme historique. Les développements technologiques comme le Lightning Network et les innovations de deuxième couche progressent rapidement. Les États commencent à considérer le Bitcoin comme un actif de réserve stratégique. Tout cela continue. La machine à peser n'a pas changé d'avis. C'est seulement la machine à voter qui est temporairement dominée par la panique. Posons maintenant calmement les faits, un par un, méthodiquement, sans émotion, parce que quand on assemble toutes les pièces du puzzle avec rigueur et honnêteté intellectuelle, on arrive à 2 conclusions irréfutables qui contredisent totalement la narration de panique dominante. Conclusion numéro 1. La perspective de long terme du Bitcoin n'a absolument pas changé. Pas d'un iota, pas d'un millimètre. Tous les facteurs qui rendaient le Bitcoin attrayant comme investissement de long terme il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, sont toujours présents et souvent renforcés. Conclusion numéro 2, les fondamentaux du Bitcoin n'ont jamais été aussi solides. Et je pèse mes mots ici. Dans toute l'histoire du Bitcoin, nous n'avons jamais eu une combinaison aussi puissante de facteurs positifs alignés simultanément. Adoption institutionnelle massive, clarté réglementaire croissante, infrastructure mature, reconnaissance comme actif légitime par les gouvernements et les institutions financières traditionnelles, développement technologique continu, effet de réseau en expansion exponentielle. Mais avant de plonger dans le détail de ces fondamentaux, restons encore quelques instants avec la méthodologie Buffett. Parce que comprendre sa manière de réfléchir, la discipline mentale qui a fait de lui l'un des hommes les plus riches de la planète, avec un patrimoine dépassant les 100 milliards de dollars, c'est infiniment précieux pour naviguer dans les marchés volatiles. Buffett n'achète pas un actif pour regarder son prix fluctuer tous les jours sur son téléphone. Il s'en fiche complètement de ce que le marché fait aujourd'hui, demain ou même le mois prochain. Cette indifférence aux fluctuations court terme n'est pas de l'arrogance ou de la négligence, c'est au contraire le signe d'une compréhension profonde de la nature des marchés et de la vraie création de valeur. Pourquoi Buffett peut-il ignorer les fluctuations quotidiennes ? Parce qu'il ne rachète pas un ticker, comme il dit. Il n'achète pas un symbole abstrait qui clignote sur un écran. Il achète une entreprise, un système, une proposition de valeur concrète. Et quand on achète la chose elle-même plutôt que simplement son reflet dans le miroir déformant des marchés court terme, alors on peut évaluer rationnellement si cette chose crée toujours de la valeur, indépendamment de ce que le marché en pense momentanément.
Et voici le principe clé que tout investisseur doit tatouer dans son esprit. Si la valeur réelle d'un actif continue de se renforcer pendant que son prix baisse, alors cette baisse de prix n'est absolument pas un danger. Au contraire, c'est une opportunité extraordinaire. C'est le moment où vous pouvez acheter $1 de valeur pour 50 centimes, 70 centimes, 80 centimes. Appliquons maintenant cette logique au Bitcoin. La question n'est pas « est-ce que le prix a baissé ?» Évidemment qu'il a baissé. La question est « est-ce que la valeur sous-jacente s'est détériorée ?» Et la réponse, basée sur toutes les données disponibles, est un non catégorique. Maintenant que nous avons établi le bon cadre mental, que nous comprenons la différence entre prix et valeur, entre court terme et long terme, entre la machine à voter et la machine à peser, nous pouvons enfin examiner la vraie question. Pourquoi est-ce que le prix chute ? Et ici, avant même de parler des market makers, des liquidations forcées, des plateformes d'échange ou des acteurs spécifiques qui vendent, il faut commencer par comprendre quelque chose de beaucoup plus grand que le Bitcoin. Une force macroéconomique massive qui touche simultanément tous les actifs de la planète, sans exception. Cette force s'appelle la liquidité. La liquidité, c'est l'oxygène des marchés financiers. C'est la facilité avec laquelle on peut acheter ou vendre un actif sans affecter significativement son prix. C'est la disponibilité de capital prêt à être déployé. C'est la profondeur des carnets d'ordre. C'est la confiance des acteurs du marché dans leur capacité à entrer et sortir de positions sans subir de dérapage important. Et voici un principe fondamental que tout investisseur doit comprendre. Quand la liquidité disparaît du système, les fondamentaux ne protègent plus rien. Même les actifs les plus solides, les plus demandés, les plus prometteurs peuvent se faire littéralement écraser. Parce que dans un environnement où la liquidité s'assèche, les vendeurs ne trouvent plus de contrepartie. Les prix s'effondrent non pas parce que l'actif perd de la valeur, mais simplement parce qu'il n'y a plus assez d'acheteurs pour absorber le flux de vente. Et c'est exactement, précisément, mécaniquement ce qui se passe depuis 6 à 8 semaines sur l'ensemble des marchés financiers globaux. Le Bitcoin n'est pas une exception, il n'est pas victime d'un problème spécifique à la crypto. Il subit simplement, comme tous les actifs risqués, les conséquences d'un tarissement généralisé de la liquidité dans le système financier mondial. La plupart des investisseurs, même expérimentés, ont complètement manqué un élément pourtant essentiel pour comprendre ce qui se passe. Cet élément, c'est que les États-Unis viennent de vivre la plus longue fermeture du gouvernement fédéral de toute leur histoire. 43 jours consécutifs où l'appareil gouvernemental a été largement paralysé. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'une fermeture du gouvernement américain a à voir avec le prix du Bitcoin ? C'est une excellente question, et la réponse révèle à quel point les marchés mondiaux sont interconnectés de manière que peu de gens comprennent vraiment. Quand le gouvernement américain s'arrête, les dépenses publiques se figent brutalement. Les contrats ne sont pas signés, les paiements sont retardés, les projets sont suspendus. Et tout cet argent qui aurait normalement circulé dans l'économie reste immobilisé dans le compte principal du Trésor américain, le fameux TGA, Treasury General Account. Pendant ces 43 jours, le TGA a grossi massivement, accumulant des centaines de milliards de dollars qui auraient normalement été injectés dans l'économie. Et cet argent ne circule plus. Il est effectivement retiré du système financier, créant un vide de liquidité. Voici l'élément crucial que vous devez comprendre. Chaque fois que le TGA se remplit massivement, chaque fois que des centaines de milliards de dollars sont retirés de la circulation, les actifs risqués reculent systématiquement. Les actions baissent, les obligations d'entreprise se vendent, les matières premières chutent. Et le Bitcoin, en tant qu'actif le plus sensible à la liquidité au monde, réagit encore plus violemment. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une corrélation douteuse, c'est un mécanisme documenté, répété, prévisible. La liquidité disparaît exactement là où les marchés en ont besoin pour fonctionner au quotidien, et les prix s'ajustent en conséquence. Mais attendez, parce que la situation est en réalité encore plus complexe et préoccupante que cela. En plus de cette fermeture gouvernementale historique, qui a gelé des centaines de milliards dans le TGA, il faut ajouter un autre facteur macroéconomique majeur qui agit simultanément dans la même direction. La Réserve fédérale américaine poursuit toujours activement son programme de quantitative tightening, le fameux QT, le resserrement monétaire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, expliquons rapidement. Le quantitative tightening est essentiellement l'inverse du quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. Pendant le QE, la Fed achète des obligations sur le marché, injectant ainsi de l'argent frais dans le système bancaire. Pendant le QT, elle fait l'inverse, elle laisse les obligations arriver à maturité sans les remplacer, retirant ainsi progressivement des réserves du système bancaire. Donc réfléchissez à la situation.
Pendant que la fermeture du gouvernement gelait les dépenses publiques et gonflait le TGA, simultanément, le programme QT de la Réserve fédérale retirait méthodiquement des réserves du système bancaire. C'est un double coup porté à la liquidité, un étau qui se resserre des deux côtés en même temps. Et les conséquences sont visibles dans les données pour quiconque sait où regarder. Si vous observez les niveaux de réserve des banques commerciales américaines, vous voyez très clairement que nous avons touché un plancher critique et que nous l'avons touché très rapidement. Ce ne sont pas des suppositions, ce ne sont pas des interprétations subjectives, c'est directement visible dans les chiffres publiés chaque semaine par la Réserve fédérale elle-même. Les réserves bancaires sont retombées dans la même zone de danger qu'en septembre 2019, juste avant que le marché des pensions, le fameux repo market, n'explose littéralement. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, en septembre 2019, les taux overnight sur le marché repo sont soudainement passés de 2% à plus de 10% en quelques heures. Les banques ne voulaient plus se prêter entre elles. Le système financier était au bord du grippage complet. La Fed a dû intervenir en urgence avec des centaines de milliards de dollars de liquidités d'urgence pour éviter une crise systémique. Nous sommes revenus dans cette zone dangereuse. Les réserves bancaires sont à nouveau tendues. Et quand les réserves sont tendues, les marchés deviennent nerveux, volatiles, fragiles. Pendant que tout cela se produisait, un autre indicateur critique de liquidité se vidait complètement et presque personne n'y prêtait attention. Cet indicateur, c'est la Reverse Repo Facility, la facilité de prise en pension inversée de la Réserve fédérale. Pour simplifier un concept technique, la Reverse Repo Facility est essentiellement un endroit où les fonds monétaires, les Money Market Funds, peuvent placer leur excès de liquidité en échange d'un taux d'intérêt garanti par la Fed. C'est un baromètre de l'excès de cash dans le système. Quand elle est haute, cela signifie qu'il y a trop de liquidités qui cherchent un refuge. Quand elle baisse, cela signifie que ces liquidités sont réabsorbées dans l'économie. Le problème ? Elle est maintenant quasiment à zéro, complètement vidée, épuisée. Et quand la Reverse Repo Facility atteint ses niveaux historiquement bas, c'est un signal clair, sans ambiguïté, que la liquidité dans le système financier global s'assèche dangereusement. Si la Reverse Repo tombe à vide, cela signifie littéralement qu'il n'y a plus d'excès de liquidité à garer quelque part en sécurité. Ce qui implique logiquement qu'il n'y a tout simplement plus d'excès de liquidité du tout dans le système. Réfléchissez à l'enchaînement. Le TGA se remplit massivement à cause de la fermeture gouvernementale, retirant des centaines de milliards de la circulation. Le QT de la Fed retire continuellement des réserves du système bancaire. Les réserves bancaires touchent des niveaux critiques. Et maintenant, la Reverse Repo est vidée, confirmant que toutes les liquidités tampons ont été épuisées. Mais ce n'est pas terminé. Il y a encore d'autres signaux qui convergent tous dans la même direction alarmante. Dans le même temps, les coûts de financement interbancaire, c'est-à-dire l'argent que les banques se prêtent entre elles au jour le jour sur le marché overnight, ont augmenté semaine après semaine de manière continue et préoccupante. Quand les banques doivent payer plus cher pour se prêter entre elles, cela signifie qu'elles ont moins confiance dans la solidité du système. Cela signifie qu'elles perçoivent un risque accru. Cela signifie qu'elles préfèrent garder leur liquidité plutôt que de les prêter, même à d'autres institutions financières majeures. Les primary dealers, ces grands intermédiaires de marché qui font le lien entre la Réserve fédérale et le reste du système financier, réduisent massivement leur exposition au risque. L'effet de levier, qui permet normalement d'amplifier les mouvements de marché dans les deux sens, diminue partout dans le système. Les risques sont coupés systématiquement de tous les côtés. Les positions sont réduites, les inventaires sont liquidés. Le résultat final de tous ces facteurs convergents. Nous nous retrouvons avec un vide de liquidité temporaire mais massif. Un trou béant dans la capacité du marché à absorber les flux d'ordre normaux. Et ce vide frappe indistinctement tous les marchés, absolument tous, sans exception. Les actions américaines ont reculé, les obligations d'entreprise se sont vendues, l'or lui-même, pourtant considéré comme la valeur refuge ultime, a connu des moments de faiblesse, les matières premières ont baissé, et le Bitcoin, en tant qu'actif le plus sensible à la liquidité de tous les actifs majeurs au monde, a simplement réagi encore plus rapidement et plus violemment que les autres. C'est sa nature, c'est son ADN. Le Bitcoin est le canari dans la mine de charbon de la liquidité globale. Il sent le danger en premier, il réagit en premier, mais il se rétablit aussi en premier quand la liquidité revient. Maintenant que nous comprenons le contexte macroéconomique, cette pression de liquidité qui explique déjà une énorme partie de la chute du Bitcoin et de tous les actifs risqués, il faut s'intéresser à l'élément que presque personne ne comprend vraiment. Parce que les mouvements du prix du Bitcoin ces dernières semaines ne ressemblent pas du tout à une panique classique retail. Ça n'est pas un marché qui vend par peur de l'avenir. Ce n'est pas une pression baissière normale alimentée par des fondamentaux qui se détériorent. Non, ça ressemble à quelque chose de complètement différent. Ça ressemble à un mécanisme qui s'est brisé, à un rouage essentiel du marché qui a soudainement cessé de fonctionner correctement, à une rupture dans la microstructure même du marché du Bitcoin. Et il y a une date précise où tout a basculé.
Un moment charnière qu'on peut identifier avec précision. Cette date, c'est le 10 octobre 2024. Le fameux 10/10. Souvenez-vous de ce jour-là, si vous suiviez les marchés. L'ancien président Donald Trump, dans ce qui semblait être un message matinal de routine sur sa plateforme Truth Social, publie un tweet annonçant son intention ferme d'imposer des taxes de 100% sur toutes les importations en provenance de Chine s'il est réélu à la présidence. 100%. Pas 10, pas 20, 100%. Essentiellement, un embargo économique déguisé. Les marchés ont immédiatement réagi avec une violence inouïe. Mais la réaction sur le marché du Bitcoin a été particulièrement catastrophique, dépassant de loin ce que le contexte géopolitique seul pouvait justifier. Dans les minutes et les heures qui ont suivi ce tweet, nous avons assisté à l'une des plus grandes vagues de liquidation forcée de positions à effet de levier de toute l'histoire du marché des crypto-monnaies. Laissez-moi vous donner l'ampleur du désastre. Près de 20 milliards de dollars de positions ont été liquidés de force en moins de 24 heures. 20 milliards. C'est absolument gigantesque. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement pour quiconque n'a pas vécu les précédentes crises crypto. Et voici ce qui est complètement anormal, ce qui devrait faire sonner toutes les alarmes pour les analystes sérieux. Le prix du Bitcoin n'a pas chuté de 50% ce jour-là. Les ETF Bitcoin n'ont pas subi une vague massive de rachats où les investisseurs auraient paniqué et retiré leur argent en masse. Il n'y a pas eu de choc macroéconomique majeur comparable à une faillite bancaire ou à une crise souveraine. Il n'y a pas eu de piratage majeur d'une plateforme d'échange. Il n'y a pas eu de réglementation destructrice surprise. Et pourtant, les liquidations forcées ont été plus violentes, plus massives, plus destructrices que lors de certaines des pires journées de 2022, l'année du collapse de Terra Luna et de l'implosion de FTX. C'est totalement disproportionné. C'est un signal clair que quelque chose de fondamental s'est cassé dans la plomberie du marché. Et voilà le point absolument crucial que presque personne ne comprend dans la communauté crypto. Quand les liquidations atteignent une ampleur aussi démentielle, ce ne sont pas seulement les traders retail surexposés qui perdent de l'argent, ce ne sont pas seulement les spéculateurs imprudents qui se font balayer. Non. Les market makers professionnels, ces acteurs sophistiqués qui sont censés maintenir la stabilité et la liquidité du marché, prennent eux aussi des dégâts considérables. Et c'est là que la situation devient vraiment problématique pour tout le monde. Les market makers, ce sont les entreprises et les algorithmes qui maintiennent constamment des ordres d'achat et de vente dans les carnets d'ordre des plateformes. C'est eux qui vous permettent d'acheter ou de vendre instantanément à un prix raisonnable sans créer un dérapage massif. C'est eux qui absorbent la volatilité normale du marché, qui équilibrent les flux, qui fournissent la profondeur nécessaire au bon fonctionnement du marché. Mais les market makers ne travaillent pas gratuitement et ne prennent pas de risques directionnels. Ils se protègent constamment avec des hedges complexes, des positions opposées qui les immunisent théoriquement contre les mouvements brusques du marché. Leur profit vient de la différence entre le prix d'achat et de vente, le spread, multiplié par des volumes astronomiques. Le problème, c'est que quand les liquidations atteignent l'ampleur qu'elles ont atteint le 10 octobre, ces hedges sophistiqués peuvent littéralement sauter. Les corrélations qui étaient censées les protéger se brisent. Les positions qui étaient censées se compenser mutuellement partent soudainement dans la même direction catastrophique. Et en plus de ces pertes directes sur leur hedge qui explosent, les plateformes d'échange activent dans ces situations urgentes des mécanismes d'urgence, comme l'ADL, l'auto-deleveraging. C'est un système qui clôture automatiquement et de force les positions des market makers eux-mêmes pour protéger la solvabilité de la plateforme. Le résultat ? Les market makers se retrouvent avec des positions fermées à des prix absolument catastrophiques, des prix qui ne reflètent aucune réalité de marché, mais simplement l'urgence systémique de réduire le risque à tout prix. Quand cela se produit, les market makers ne font pas que perdre de l'argent, ils n'osent pas simplement les épaules et continuent leur activité normale. Non, ils se retirent massivement du marché. Ils réduisent drastiquement leur exposition au risque. Ils diminuent la taille de leurs inventaires. Ils réduisent la profondeur de leurs ordres dans les carnets. Ils augmentent leur spread pour compenser le risque accru. Et tout cela crée des trous béants, des vides profonds dans la liquidité du marché. Le marché devient fragile, instable, sujet à des mouvements exagérés dans les deux directions. Un marché où chaque vague de vente trouve moins de contrepartie pour absorber le choc, amplifiant ainsi mécaniquement la baisse.
C'est exactement, précisément ce qui s'est produit à partir du 10 octobre. La microstructure du marché du Bitcoin a été gravement endommagée ce jour-là, et nous vivons encore aujourd'hui avec les conséquences de cette blessure. Prenons l'exemple concret de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume. Le 10 octobre, Binance a connu l'un des plus gros clusters de liquidation forcée de toute son histoire. Les chiffres sont publics, vérifiables, indiscutables. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que le PDG de Paradigm, une entreprise majeure de trading crypto, a déclaré publiquement sur Twitter que le système ADEOL de Binance avait clairement dysfonctionné ce jour-là. Ses propres positions ont été exécutées, fermées de force, à des prix qui, selon ses propres mots, ne font absolument aucun sens d'un point de vue de marché rationnel. Quand un professionnel de ce calibre, qui gère des centaines de millions de dollars et qui comprend intimement la microstructure des marchés crypto, déclare publiquement qu'un système a dysfonctionné, il faut écouter très attentivement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les dommages collatéraux du 10 octobre se sont étendus bien au-delà des simples liquidations. Quelques jours après cet événement, Stream Finance, un hedge fund crypto sophistiqué gérant environ 200 millions de dollars d'actifs, s'est littéralement effondré. 93 millions de dollars de pertes. En quelques jours, faillite complète. Liquidation forcée de toutes les positions. Un désastre absolu pour un fonds qui existait depuis des années et qui avait survécu à tous les précédents crashs crypto. Et voici ce qui rend cette histoire particulièrement significative. Stream Finance était un fonds delta neutral. Que signifie cela ? Cela signifie que leur stratégie était spécifiquement conçue pour ne pas prendre de risques directionnels sur le prix du Bitcoin. Ils utilisaient des stratégies d'arbitrage complexes, des positions qui étaient censées gagner de l'argent indépendamment de la direction du marché, que le Bitcoin monte ou baisse. Ce type de fonds est construit précisément pour ne pas perdre dans les crashs. C'est toute leur proposition de valeur, rendement stable, décorrélé du marché, protection contre la volatilité. Alors comment un fonds delta neutral peut-il perdre 93 millions de dollars et faire faillite en quelques jours ? La réponse est simple et terrifiante. Les hedges complexes ont été pris exactement dans la même réaction en chaîne ADL qui a frappé tout le monde le 10 octobre. Les mécanismes qui étaient censés les protéger se sont retournés contre eux avec une violence inouïe. En combinant tous ces éléments, un événement massif de liquidation forcée dépassant 20 milliards de dollars, des systèmes ADL déclenchés de manière agressive et possiblement dysfonctionnelle, un fonds majeur delta neutral qui implose malgré toutes ses protections théoriques, nous obtenons exactement la situation de marché que nous observons depuis lors. Un marché profondément fragilisé, un marché où la liquidité normale a été gravement endommagée, un marché où les acteurs qui fournissent habituellement la stabilité se sont retirés ou ont réduit drastiquement leur présence. Un marché structurellement fragile, vulnérable à des mouvements exagérés dans les deux directions. Et maintenant, les choses deviennent encore plus étranges, encore plus révélatrices d'un marché cassé. Depuis maintenant presque 2 semaines consécutives, quelqu'un ou quelque chose vend du Bitcoin chaque matin à exactement 9h30, à la minute précise où la bourse américaine ouvre ses portes. Même pattern mécanique, même minute exacte, même intensité de vente, jour après jour, avec une régularité de métronome. Si vous suivez les marchés crypto depuis suffisamment longtemps, vous savez que ceci n'est absolument pas un comportement normal. Ce n'est pas du tout comme ça que les investisseurs retail opèrent. Jamais le retail ne vend avec cette précision militaire chronométrique. Les investisseurs particuliers vendent quand ils paniquent, quand ils lisent une mauvaise nouvelle, quand ils consultent leur portefeuille et ne supportent plus de voir du rouge. Ils ne se réveillent pas chaque matin en programmant une alarme pour vendre exactement à 9h30 pile. Ce n'est pas non plus comme ça que les institutions normales opèrent. Si une institution veut simplement sortir d'une position Bitcoin, elle utilise des services de trading OTC, over the counter, qui lui permettent de vendre de gros volumes sans impacter le marché public. Elle ne balance pas systématiquement ses ventes sur le marché spot à la même heure chaque jour. Non. Ce pattern ressemble à quelque chose de très spécifique. Un vendeur obligé de vendre. Quelqu'un qui n'a pas le choix. Quelqu'un qui doit liquider une position importante sous contrainte. Peut-être un fonds qui a été frappé pendant le 10 octobre et qui doit maintenant progressivement liquider pour couvrir ses pertes ou satisfaire des appels de marge. Peut-être un market maker qui doit réduire son inventaire Bitcoin de manière disciplinée après avoir subi des dégâts majeurs.
Peut-être une institution qui fait face à des obligations réglementaires ou à des demandes de rachat de ses investisseurs. Nous ne savons pas exactement qui c'est, mais ce que nous savons avec certitude, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui vend par choix stratégique. C'est quelqu'un qui ferme une position par contrainte absolue, par obligation, par nécessité de survie. Et ce type de vente mécanique forcée dans un marché déjà fragilisé crée évidemment une pression baissière continue et prévisible. Et si vous aviez encore des doutes sur le fait que ce qui se passe actuellement est anormal, que c'est une anomalie structurelle plutôt qu'une vraie capitulation fondamentale, les indicateurs techniques hurlent cette vérité. Regardez le MACD journalier, le Moving Average Convergence Divergence, un indicateur technique largement utilisé pour identifier la force et la direction d'une tendance. Le MACD du Bitcoin est tombé au plus bas de toute l'histoire de cet actif depuis sa création il y a maintenant plus de 15 ans. Plus bas que pendant le crash du Covid de mars 2020, quand le Bitcoin est tombé à 3800 $ en une seule journée catastrophique. Plus bas que pendant la chute de FTX en novembre 2022 qui a déclenché une crise de confiance massive dans l'industrie crypto. Plus bas que pendant n'importe quelle autre correction majeure des cycles précédents. Et pourtant, le prix, lui, n'a chuté que de 33% du sommet. C'est une correction significative, certes, mais absolument pas comparable aux véritables capitulations du passé, où le Bitcoin a perdu 50, 60, même 70 ou plus. Dans un marché qui fonctionne normalement, sain, équilibré, cette divergence est impossible. Le MACD ne devrait pas être plus bas historique si le prix n'est qu'à moins 33% du sommet. Cela n'a aucun sens d'un point de vue technique traditionnel. Mais dans un marché où la microstructure est cassée, où les market makers se sont retirés, où un vendeur forcé exerce une pression mécanique quotidienne, où la liquidité a été gravement endommagée, alors soudainement, cette divergence commence à avoir du sens. Ce n'est pas le marché qui évalue rationnellement le Bitcoin et décide qu'il vaut 33% de moins. C'est un marché dysfonctionnel qui ne parvient pas efficacement à absorber les flux d'ordre. Regardez également le RSI, le Relative Strength Index, un autre indicateur technique fondamental. Il a touché 21 sur le graphique journalier. C'est un niveau qu'on ne voit historiquement que dans les vraies capitulations absolues, quand tout le monde vend en panique totale, quand la peur atteint des niveaux extrêmes, quand personne ne veut plus toucher l'actif. Sauf que cette fois, où est la panique visible ? Où sont les articles alarmistes déclarant la mort du Bitcoin dans tous les médias mainstream ? Où sont les tweets viraux de capitulation ? Où sont les vidéos YouTube désespérées de gens pleurant leurs pertes ? Où sont les messages paniqués dans tous les groupes Telegram et Discord ? Ils existent bien sûr, mais pas du tout à l'échelle qu'on observe habituellement quand le RSI tombe à 21. L'émotion ne correspond pas à l'indicateur. Ce n'est pas une panique émotionnelle à généraliser. C'est une pression mécanique, constante, sans émotion, implacable. Juste un ou plusieurs acteurs qui continuent de vendre jour après jour parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est exactement la signature technique d'un ou plusieurs acteurs contraints de vendre dans un marché dont la structure a été endommagée. C'est un accident de microstructure qui crée temporairement une opportunité pour ceux qui comprennent ce qui se passe vraiment. Alors maintenant, nous avons relié tous les points du puzzle. Nous avons la vision complète de ce qui s'est réellement passé. Premièrement, la liquidité était déjà au plus bas à cause de la combinaison d'une fermeture gouvernementale historique qui a gonflé le TGA du programme QT continu de la Fed qui retirait des réserves du système bancaire, de la Reverse Repo Facility vidée et des coûts de financement interbancaire en hausse. Deuxièmement, la microstructure du marché a été brisée de manière catastrophique le 10 octobre par un événement massif de liquidation forcée dépassant 20 milliards de dollars déclenché par les tensions commerciales sino-américaines. Troisièmement, un ou plusieurs vendeurs forcés identifiables traînent depuis lors leur inventaire dans ce marché affaibli, vendant mécaniquement chaque jour à l'ouverture de Wall Street. Maintenant, nous pouvons zoomer à nouveau et regarder les fondamentaux avec cette compréhension complète du contexte. Parce qu'au final, c'est vraiment ça qui compte pour les investisseurs à long terme. Le prix bouge, il oscille, il choque, il terrifie. C'est son rôle, sa nature, son ADN. Mais la question véritablement importante, la seule qui compte vraiment sur un horizon de plusieurs années, c'est: est-ce que le Bitcoin lui-même, en tant que technologie, en tant que réseau, en tant que proposition de valeur, s'est affaibli? Et la réponse,
basé sur toutes les données objectives disponibles, sur tous les métriques on-chain, sur tous les indicateurs d'adoption, est un non catégorique et définitif. Le Bitcoin ne s'est absolument pas affaibli. Au contraire, pendant que le prix baissait, les fondamentaux n'ont cessé de se renforcer. La fermeture du gouvernement américain, elle est maintenant terminée. Résolue, derrière nous. Le gouvernement fonctionne à nouveau normalement. Et surtout, élément crucial pour la liquidité future, le TGA, le compte général du Trésor américain, est maintenant rempli à nouveau après avoir absorbé tout cet argent pendant la fermeture. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie une chose très simple, mais profondément importante. Le Trésor est enfin prêt à recommencer à dépenser massivement, à injecter cet argent accumulé dans l'économie réelle. Chaque dollar qui sort du TGA et entre dans l'économie est un dollar qui augmente la liquidité du système. C'est l'inverse exact du processus qui a créé le vide de liquidité. C'est de l'oxygène qui revient dans le système financier. De son côté, la Réserve fédérale a annoncé officiellement qu'elle met fin à son programme de quantitative tightening dès le 1er décembre. Le QT s'arrête. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle va immédiatement recommencer le QE, le quantitative easing. Mais au minimum, elle cesse de retirer activement des réserves du système bancaire. Et lorsque ce processus de resserrement s'arrête, mécaniquement, automatiquement, les réserves bancaires cessent de se contracter. La pression se relâche, les taux se desserrent, la respiration redevient possible. Donc la vraie question, la question à $1 million, devient quand est-ce que cette période difficile se termine vraiment ? Quand est-ce que le marché du Bitcoin retrouve sa santé normale ? La réponse tient en fait en deux concepts simples mais essentiels. Épuisement des vendeurs forcés et retour effectif de la liquidité dans le système. Le vendeur ou les vendeurs qui vendent mécaniquement chaque matin ne peuvent pas continuer indéfiniment. Ils ont un inventaire limité à liquider. Chaque jour qui passe les rapproche de la fin de leur obligation de vente. À un moment donné, ils n'auront simplement plus rien à vendre et cette pression mécanique quotidienne disparaîtra. Et simultanément, la liquidité commence déjà à revenir dans le système. Le TGA commence à se vider dans l'économie. Le QT se termine officiellement dans quelques jours. Les réserves bancaires vont cesser de baisser et commencer éventuellement à se reconstituer. Et aujourd'hui, en ce moment même où j'enregistre cette analyse, nous nous rapprochons rapidement des deux événements simultanément. L'épuisement des vendeurs forcés approche, le retour effectif de la liquidité commence déjà. C'est la confluence des deux facteurs qui marquera le tournant du marché. Maintenant que nous avons minutieusement expliqué la cause réelle, profonde, structurelle du mouvement récent du marché, il est temps d'aborder la question que vous vous posez tous. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant ? Quelle est la bonne stratégie dans cette situation ? Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La réponse à cette question dépend entièrement, absolument, intégralement de votre horizon temporel personnel. Il n'y a pas une seule réponse universelle qui convienne à tout le monde. La bonne stratégie pour un investisseur de très long terme est radicalement différente de la bonne stratégie pour quelqu'un qui a besoin de liquidité à court terme. Laissez-moi vous expliquer comment moi, personnellement, en tant qu'investisseur individuel, je pense au Bitcoin et comment cela diffère totalement de la manière dont je gère les positions à l'intérieur de mon Bitcoin Opportunity Fund où je suis responsable de l'argent d'autres investisseurs. Personnellement, dans mon portefeuille personnel, je considère le Bitcoin comme un actif à très, très long terme. Nous parlons d'un horizon de 10 ans, 15 ans, peut-être même plus. Je ne me préoccupe absolument pas une seule seconde de ce que le Bitcoin fait cette semaine, ni ce qu'il fera ce trimestre, ni même sur l'année en cours. Pourquoi cette indifférence apparente aux fluctuations ? Parce que je comprends profondément la logique fondamentale du réseau, sa courbe d'adoption qui suit des patterns mathématiques prévisibles, sa structure monétaire absolument unique dans l'histoire humaine, avec son offre plafonnée à 21 millions d'unités, et surtout la direction inévitable, inexorable que prend cet actif sur plusieurs décennies alors que le système monétaire fiat continue de se dégrader.
Sur cet horizon temporel de plusieurs décennies, un mouvement de prix comme celui que nous venons de vivre ces dernières semaines, une baisse de 33%, ne change absolument rien à la thèse d'investissement. Rien du tout. Ce sont juste des poches de liquidité temporaires qui se vident et se remplissent, des secousses inévitables sur un chemin qui reste fondamentalement ascendant. Rien de tout cela, absolument rien, ne touche les fondamentaux réels qui rendent le Bitcoin précieux sur le long terme. Sa décentralisation, sa résistance à la censure, son offre limitée mathématiquement, son adoption croissante comme réserve de valeur, son réseau de sécurité qui ne cesse de se renforcer. Et pour les investisseurs de long terme comme moi qui ont cette conviction profonde, ce genre de correction massive n'est pas une catastrophe à éviter, c'est une opportunité déguisée. C'est le moment où on peut acquérir plus de Bitcoin à des prix temporairement déprimés parce que la microstructure du marché est cassée, pas parce que la valeur fondamentale a diminué. Mais à l'intérieur de mon Bitcoin Opportunity Fund, la situation est complètement, radicalement différente. C'est une toute autre histoire, avec des contraintes totalement différentes. Mes investisseurs dans ce fonds regardent les résultats avec une granularité beaucoup plus fine, trimestre par trimestre, année par année, parfois même mois par mois. Ils veulent voir des rendements réguliers, positifs, prévisibles. Ils surveillent attentivement les drawdowns, ces périodes de baisse maximale depuis un sommet. Ils comptent sur une certaine stabilité relative, sur une gestion active du risque, sur une volatilité contrôlée. Ce sont leurs attentes légitimes quand ils confient leur argent à un fonds géré professionnellement. Donc, dans le contexte du Bitcoin Opportunity Fund, nous ne pouvons pas simplement acheter du Bitcoin et le tenir passivement pendant des années, en ignorant toutes les fluctuations. Nous devons activement gérer l'exposition. Nous couvrons nos positions avec des options, nous nous protégeons contre les baisses extrêmes avec des stratégies de hedging sophistiquées, nous prenons des positions tactiques pour profiter des dislocations temporaires du marché. Notre objectif n'est absolument pas de faire du trading frénétique haute fréquence où nous entrons et sortons de position plusieurs fois par jour. Ce n'est pas notre modèle, mais nous devons gérer activement la volatilité parce que cela fait partie intégrante de notre mandat fiduciaire envers nos investisseurs. Ils nous paient précisément pour gérer le risque de manière professionnelle, pas simplement pour acheter et espérer que ça monte. Et cette distinction entre investissement personnel long terme et gestion fiduciaire professionnelle est absolument cruciale à comprendre pour évaluer votre propre situation. Vous devez vous poser honnêtement la question « dans quelle catégorie est-ce que je me situe ?» Si vous avez besoin de liquidités à relativement court terme, si vous avez des factures importantes à payer dans les prochains mois, si vous avez des obligations financières incontournables, des échéances de prêts, des retraits planifiés, des dépenses essentielles qui arrivent, alors vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre d'encaisser chaque choc structurel majeur du marché en restant passif. Pour ces personnes, pour ces situations, la bonne stratégie implique nécessairement de se diversifier intelligemment vers des actifs qui génèrent du rendement régulier et prévisible, vers des flux de trésorerie stables et fiables, vers des opportunités obligataires de qualité, vers des investissements dividendes, bref, vers des actifs moins violemment volatiles que le Bitcoin. Il n'y a absolument rien de mauvais ou de faible dans cette approche. Ce n'est pas un manque de conviction, ce n'est pas de la peur irrationnelle, c'est simplement de la gestion rationnelle adaptée à votre situation personnelle réelle. Tout dépend simplement de ce que vous optimisez. Maximum de gains potentiels à très long terme avec acceptation de volatilité extrême ou stabilité relative avec croissance plus modérée mais plus prévisible. Pour conclure cette analyse approfondie, revenons une dernière fois à la sagesse intemporelle de Warren Buffett. Sa distinction entre court terme et long terme, entre émotions et fondamentaux, reste plus pertinente que jamais dans la situation actuelle. Buffett a toujours répété « À court terme, le marché est une machine à voter. À long terme, c'est une machine à peser. » Si vous retirez mentalement tout le bruit médiatique, toutes les liquidations forcées du 10 octobre, toute la structure temporairement cassée du marché, tout le vide de liquidité créé par la fermeture gouvernementale et le QT, tout le pattern de vente mécanique quotidienne du vendeur forcé, qu'est-ce qui reste vraiment ? Il reste exactement la même technologie Bitcoin fondamentale, le même réseau décentralisé avec le même niveau de sécurité cryptographique inviolable, la même adoption institutionnelle qui continue d'avancer méthodiquement, les mêmes fondamentaux on-chain qui montrent une activité soutenue et croissante, et la même trajectoire à très long terme vers une adoption globale continue comme réserve de valeur décentralisée. Vu sous cet angle, avec cette perspective claire, le mouvement récent du prix ne représente absolument pas le marché qui pèse objectivement le Bitcoin et décide qu'il vaut fondamentalement moins. Non, c'est simplement le marché qui vote temporairement sous pression extrême. Réaction mécanique à un choc de liquidité, réflexe conditionné, mouvement purement guidé par les flux techniques et la microstructure cassée.
pas parce qu'une réévaluation rationnelle de la valeur fondamentale. La machine à peser, celle qui compte vraiment sur plusieurs années, n'a même pas encore vraiment commencé son travail d'évaluation post-adoption institutionnelle. Elle observe, elle attend, elle accumule des données. Et quand elle se prononcera dans quelques trimestres ou quelques années, ce sont les fondamentaux qui auront le dernier mot, pas les liquidations forcées d'octobre 2024. Donc voici mes recommandations finales basées sur cette analyse approfondie. Si vous êtes un investisseur de long terme, avec un horizon de plusieurs années, avec une conviction profonde dans la thèse Bitcoin, avec la capacité financière et psychologique d'ignorer la volatilité court terme, restez fidèle à votre stratégie long terme. Ignorez complètement la machine à voter qui est actuellement dominée par des facteurs techniques temporaires. Ignorez le bruit du quotidien, des prix qui montent et descendent, et profitez rationnellement de ces opportunités périodiques pour acheter du Bitcoin à prix temporairement réduit quand la microstructure est cassée, mais que les fondamentaux restent intacts. Mais si vous êtes un investisseur ou trader de court terme, avec des contraintes de liquidité réelles, avec des obligations financières à échéance rapprochée, avec une faible tolérance à la volatilité, gérez activement votre risque exactement comme tout investisseur prudent court terme doit le faire. Utilisez des stop-loss appropriés, diversifiez intelligemment vers des actifs moins volatiles, considérez des stratégies de hedging avec des options si vous avez l'expertise nécessaire, ne soyez pas paralysé par la peur, mais ne soyez pas non plus blindement optimiste. Mais surtout, et c'est peut-être le message le plus important de toute cette analyse, ne confondez jamais, au grand jamais, un ou plusieurs vendeurs contraints paniquant dans un marché temporairement déséquilibré avec un actif fondamentalement cassé. Ce sont deux choses complètement, radicalement différentes. Parce que toutes les données objectives, tous les metrics on-chain, tous les indicateurs d'adoption, toutes les évolutions technologiques montrent exactement l'inverse d'un actif cassé. Et ils montrent un actif dont les fondamentaux continuent de se renforcer même pendant que son flux baisse temporairement. Warren Buffett, s'il appliquait sa méthodologie rigoureuse au Bitcoin sans ses préjugés personnels contre les crypto-monnaies, dirait probablement exactement la même chose. Si les fondamentaux d'un actif s'améliorent objectivement pendant que son prix baisse par des facteurs techniques temporaires, alors vous n'êtes pas face à un danger à fuir, vous êtes face à une opportunité déguisée, une chance rare d'acquérir de la valeur à rabais. Et c'est exactement ce que représente le Bitcoin aujourd'hui. Pour ceux qui ont les yeux pour voir au-delà du bruit, les oreilles pour écouter les données plutôt que les émotions, et le courage de penser de manière contrariante quand la foule panique. À votre succès, à votre discipline et à votre capacité à distinguer le signal du bruit dans les moments de chaos maximum. C'est précisément dans ces moments-là que les fortunes se construisent pour ceux qui comprennent vraiment ce qui se passe.